Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette première réunion gouvernance de Michelin avec un format un peu inhabituel. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir pour avoir cette discussion ensemble. Je veux juste souligner de nouveau le fait que nous avons appliqué des mesures sanitaires extrêmement strictes, de sorte que lorsque nous serons assis, nous porterons tous un masque. Et ce n'est que lorsque nous serons ici en train de parler que nous enlèverons ce masque. Je tiens à rappeler à tout le monde que vous pouvez commencer à poser vos questions dès maintenant et qu'une session de questions-réponses spécifiques sera donc prévue dans la deuxième partie de cette session. Alors, commençons d'abord par une rapide présentation des intervenants qui m'accompagnent aujourd'hui. Nous allons commencer avec Yves. Donc Yves Chapeau, je suis gérant et directeur financier du groupe. Barbara Dalibar, je suis PDG de Cita et je fais partie du groupe Michelin depuis 11 ans maintenant. Michel Rollier, je préside le conseil. J'ai rejoint Michelin en 1996. J'ai été élu gérant en 2007. Puis j'ai démissionné en 2012 pour rejoindre le conseil de surveillance en 2013. Je préside d'ailleurs le conseil depuis cette date, depuis 2013. Thierry Lehenaf, je suis membre indépendant senior de Michelin et du comité d'audit. J'ai été nommé président-directeur général d'Arkema en 2006 et j'ai toujours le privilège d'être à la tête de l'entreprise. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. Alors, permettez-moi de commencer par une brève introduction. Comme nous allons avoir des entretiens très spécifiques, laissez-moi vous donner quelques précisions concernant les termes que nous allons utiliser dans le cadre de ces présentations. Donc, à droite, vous voyez les termes clés que nous allons utiliser. Lorsque nous parlons de la gérance, nous parlons du président de la gérance, moi-même, et du gérant, Yves Chapeau. Lorsque nous parlons des associés commandités, nous parlons encore une fois de moi-même, donc président et gérant associé commandité, et de la société auxiliaire de gestion Sagesse, donc non gérant. Ensuite, lorsque nous parlons du conseil de surveillance, nous parlons du président du conseil de surveillance, Michel Rollier, du membre indépendant senior Thierry Lehenaf et du conseil de surveillance avec les membres du conseil. Et bien sûr, l'autre volet de notre gouvernance, les actionnaires de cette société en commandite. Donc sur la diapo suivante que vous devriez voir s'afficher sur votre écran, nous avons voulu organiser cette session pour renforcer le fait qu'il ressort de notre évaluation que notre gouvernance est à la fois robuste et agile. La Compagnie Générale des Établissements Michelin, donc Michelin, est organisée depuis sa création sous la forme d'une société en commandite par action. Nous l'appelons effectivement en France la société en commandite par action, ce qui nous semble être un cadre juridique très souple. Au fil des ans, Michelin a élaboré dans ce cadre une structure de gouvernance unique et équilibrée qui constitue le moteur essentiel de son succès durable à long terme, avec une culture d'entreprise solide et des valeurs communes. Michelin revoit et améliore constamment sa gouvernance et met en place des garanties pour assurer tous les contrôles et la surveillance nécessaires pour garantir la protection de vos actionnaires et la convergence des intérêts entre les différentes parties prenantes. Donc cette structure d'entreprise offre une stabilité et contribue à protéger la société contre les pressions à court terme qui pourraient être préjudiciables à la valeur actionnariale. Le succès de Michelin a été obtenu depuis sa création et c'est la meilleure preuve que sa gouvernance a servi l'entreprise et ses actionnaires de manière efficace. Permettez-moi de laisser la parole maintenant à Michel Rollier, qui va vous parler des principales évolutions.
Merci beaucoup, Florent, pour cette introduction très claire en ce qui concerne notre gouvernance. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et avant d'élaborer les différents piliers, je voudrais souligner le dynamisme de notre gouvernance depuis 2011. Avant 2011, il n'y a eu qu'un seul changement significatif qui a eu lieu en 1970, lorsque les actionnaires ont approuvé la création de Sagesse en tant que société auxiliaire non gérante. Je reviendrai plus tard sur le rôle clé de la Sagesse dans notre gouvernance. Le point clé est qu'en 2011, suite à la révision de nos statuts, il y a eu deux changements importants. Le premier est que le conseil de surveillance est devenu un acteur clé de notre gouvernance avec des pouvoirs de contrôle accrus. Sa mission a été enrichie dans l'intérêt du groupe et en conséquence, sa position sa composition de base s'est ouverte à de nouveaux horizons. Deuxièmement, les mandats des dirigeants ont été limités à 4 ans, renouvelables et révocables, contre des mandats illimités auparavant. Depuis 2002, et vous pouvez voir à l'écran les changements volontaires et proactifs successifs qui ont été appliqués à notre gouvernance, et ce, à l'instigation du Conseil des gérants. Et je peux dire aujourd'hui que non seulement Michelin répond aux attentes du code AFEP-MEDEF, mais le groupe continue à revoir et à améliorer constamment ses pratiques pour s'assurer que les intérêts des actionnaires sont mieux servis. Maintenant, parlons de la gouvernance de Michelin aujourd'hui. Elle repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier est l'actionnariat auquel les gérants rendent compte de l'activité du groupe. Le deuxième pilier, c'est le conseil de surveillance qui exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'entreprise et évalue sa qualité au nom des actionnaires. Les gérants qui administrent et gèrent la société, aujourd'hui, comme déjà indiqué par Florent, d'ailleurs, nous avons un président, Florent Médégo, et un gérant, Yves Chapeau. Et enfin, les associés non gérants comme la Sagesse, la société auxiliaire de gestion, déjà mentionnée dans cette présentation, et qui a un rôle dans le processus de succession et de rémunération, mais qui n'a absolument aucun rôle dans la gestion du groupe. Le dernier point que vous remarquerez à l'écran est qu'il y a une séparation claire des pouvoirs entre la direction et le conseil de surveillance dans notre gouvernance. Examinons maintenant en détail chacune des composantes de cette gouvernance qui a fait la preuve de son efficacité au fil du temps. Je commencerai par le rôle clé des actionnaires dans la gouvernance. Donc, les actionnaires se réunissent en assemblée générale, ordinaire et extraordinaire, comme dans toute société, mais au-delà des prérogatives classiques d'une assemblée générale, je voudrais souligner 3 spécificités. Première spécificité, les gérants sont élus par l'assemblée générale des actionnaires. Deuxièmement, les membres du conseil de surveillance sont proposés aux actionnaires par le conseil de surveillance et élus ensuite par les actionnaires. Mais ce qui est essentiel, c'est que les gérants ne sont pas membres du conseil de surveillance et ils ne participent pas au conseil de surveillance car ils ne participent pas aux élections pour élire les membres du conseil. Et ensuite, nous avons les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire qui sont soumises à l'approbation des associés. En ce qui concerne le conseil de surveillance, maintenant, il exerce un contrôle permanent sur la gestion de la société et évalue sa qualité au nom des actionnaires. Il exerce également des fonctions spécifiques en matière de gouvernance d'entreprise et de gestion exécutive. Dans sa mission, le conseil de surveillance est soutenu par 3 comités, un comité d'audit, un comité de rémunération et de nomination et un comité de responsabilité sociale d'entreprise. Dans le cadre de ses missions, il supervise et évalue la gestion du groupe par les gérants avec une revue périodique des principales composantes de la gestion du groupe. Le conseil de surveillance est régulièrement exposé au cadre supérieur du groupe et formule des recommandations formelles aux gérants pour des opérations et des engagements spécifiques.
Et toutes ces activités de contrôle sont décrites de manière générale dans le document de référence universel. J'ai mentionné précédemment que le conseil de surveillance exerce également des fonctions spécifiques en ce qui concerne la gouvernance d'entreprise et la direction générale. En ce qui concerne la gouvernance d'entreprise, le conseil doit approuver, ou non d'ailleurs, le renouvellement des gérants, leur licenciement et leurs indemnités de départ. Le conseil fait une recommandation aux actionnaires sur la nomination de nouveaux gérants et leur rémunération. De plus, le conseil détermine les critères de performance de la rémunération des gérants et évalue l'atteinte des objectifs de performance de la rémunération des gérants. Ensuite, en ce qui concerne les fonctions liées à la direction exécutive du groupe, le conseil fait une recommandation sur les points suivants. Planification de la succession des membres du comité exécutif, objectifs de diversité au sein des organes de direction et plans d'action correspondants et politique de rémunération des membres du comité exécutif. À droite de la diapositive, vous avez une liste des meilleures pratiques appliquées par le conseil de surveillance avec les évaluations annuelles, avec une évaluation externe tous les 3 ans, politique d'induction, session exécutive, niveau élevé de présence et politique de diversité du conseil. Thierry Le Hénaff reviendra plus tard sur ces fonctions, notamment ce qui concerne la gestion des nominations et des rémunérations et sur quelques-unes des meilleures pratiques. Après avoir décrit les missions du conseil de surveillance, permettez-moi de vous présenter sa composition. 11 membres du conseil, dont moi-même, 2 représentants des salariés, Delphine Roussy et Jean-Christophe Lahourde, qui viennent de rejoindre le conseil il y a quelques semaines en application de la loi Pacte. Je vous rappelle qu'avant le vote de cette loi, le conseil de surveillance de Michelin avait déjà un salarié Michelin élu par les actionnaires. Nous avons un membre indépendant senior, Thierry Le Hénaff. 50% de ces membres sont des femmes, si l'on exclut le président. Et comme je l'ai déjà mentionné, 3 comités, un comité d'audit présidé par Patrick de la Chevardière, un comité rémunération et nomination présidé par Jean-Pierre Duprieux et un comité de responsabilité sociale et d'entreprise présidé par Monique Leroux. Tous les présidents de ces comités sont indépendants. Et le détail et l'étendue des compétences du conseil d'administration, et ça c'est important, montre qu'il est en mesure de superviser efficacement ses missions et d'interpeller la direction dans son fonctionnement. J'ai déjà développé les rôles clés des actionnaires et la mission de conseil. 2 des 4 piliers. Passons un peu de temps maintenant sur le rôle des gérants. Je suppose que leur mission est particulièrement importante pour vous tous. Ils sont responsables devant les actionnaires de l'administration et de la gestion de la société. Actuellement, Michelin est dirigé par 2 gérants, Florent Ménégo et Yves Chapeau, élus en 2018 par les actionnaires, sur proposition de l'associé commandité non gérant et suite à la recommandation positive du conseil de surveillance. Florent Ménégo est donc le président. Il est également gérant associé de la société et à ce titre, il a une responsabilité personnelle illimitée pour les dettes contractées par Michelin. Les actionnaires doivent considérer que toute mauvaise gestion significative mettant en danger la survie du groupe lui coûterait tout ce qu'il a. Et par conséquent, sa gestion conduit à une orientation à long terme. L'associé commandité gérant partage cette responsabilité illimitée en matière de dette avec l'associé commandité non gérant. Et j'en arrive au 4e pilier de la gouvernance. L'associé commandité non gérant, la société auxiliaire de gestion Sagesse. Sagesse, dont la création a été approuvée par les actionnaires en 1970, n'a absolument aucun rôle dans la gestion du groupe, sauf si le poste de direction devait être vacant, et ce pour une période intérimaire d'1 an maximum. Son rôle clé est dans le processus de succession et de rémunération en collaboration très étroite avec le conseil, et vous verrez comment il fonctionne dans quelques minutes. La Sagesse partage avec l'associé gérant Florent Ménégo sa responsabilité illimitée. C'est pourquoi Sagesse reçoit des bénéfices distribuables qui sont principalement affectés à un fonds de réserve pour imprévus.
La part du bénéfice de Michelin versée à Sagesse est plafonnée et n'est versée que si Michelin réalise un bénéfice. Enfin, Sagesse est régie par 3 groupes d'actionnaires. Un groupe composé de membres de la famille Michelin, un groupe composé de dirigeants actuels ou anciens de Michelin, et un groupe composé de personnes qualifiées et indépendantes extérieures à Michelin. Les 3 groupes ont le même actionnariat et le même nombre de sièges au sein de son conseil. La composition de celui-ci est détaillée dans la partie inférieure droite de la diapositive. En outre, nous tenons à souligner que la sagesse favorise la transparence et le renforcement de l'alignement des intérêts de toutes les parties prenantes avec la présentation de l'associé général non gérant. Je termine ce panorama complet des piliers de la gouvernance de Michelin, dont la structure est à la fois robuste et agile, et qui a prouvé son efficacité tout au long de la longue et riche histoire de Michelin. Je vais maintenant céder la parole à Barbara Dalibard, qui va vous présenter le rôle clé des membres indépendants du Conseil. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Michel. Bonjour à tous et à toutes. En tant qu'ancien et première membre référente indépendante, je suis très attaché au rôle clé des membres indépendants au sein du conseil de surveillance. Il est absolument essentiel de toujours veiller à ce que la voix des membres indépendants puisse s'exprimer de la manière la plus forte possible. Et c'est la raison pour laquelle au moins 2 sessions exécutives sont organisées chaque année, sans aucune présence des membres non indépendants. Et elles abordent tout type de sujets qu'elles jugent pertinents et, bien entendu, en particulier, la composition du conseil et de ses comités, l'évaluation par les membres de la présentation faite par le gérant pour fournir tout type de retour d'information, les sujets suggérés à discuter lors des prochaines réunions du conseil, et également l'attribution de la rémunération totale attribuée au conseil de surveillance. De la même manière, afin de renforcer l'efficacité du contrôle de la gestion, 100% des présidents de comités sont indépendants. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je cède ma place à Jean-Pierre Duprier au comité de rémunération. Et le comité de rémunération examine chaque année l'indépendance de chacun des membres du conseil. Thierry Le Hénaf, qui est avec nous aujourd'hui et qui est notre nouveau membre indépendant référent, son rôle est absolument essentiel pour assurer le bon fonctionnement du conseil. Il reçoit des informations qui concernent notamment l'auto-évaluation du conseil. Il rencontre régulièrement le président pour lui faire part des réactions des membres indépendants. Et bien entendu, il fait également un rapport au conseil sur ce sujet. Nous pensons qu'aujourd'hui l'organisation est adaptée pour assurer une surveillance efficace de la gestion du groupe et pour garantir que les intérêts des actionnaires soient correctement pris en compte chaque fois qu'une décision très importante doit être prise. Je vais maintenant passer la parole à Thierry, qui va nous parler de notre gouvernance, notamment en évoquant certains de nos processus clés. Thierry ? Merci Barbara pour cette introduction. Depuis ma nomination au conseil de surveillance de Michelin, j'ai eu l'occasion d'apprécier le fonctionnement du conseil. En particulier, comment ces processus contribuaient positivement à la performance de l'entreprise, au développement d'une stratégie de création de valeur et à un contrôle solide des opérations du groupe. En tant que membre indépendant senior, je suis particulièrement attentif à l'efficacité
et à la fluidité de la gouvernance de Michelin, à son alignement avec les intérêts des actionnaires et au strict respect de l'équilibre des pouvoirs. Plutôt qu'un aperçu général, nous avons pensé que la présentation de quelques exemples clés de processus serait le meilleur moyen de souligner la force de la gouvernance de Michelin. En commençant par la planification de la succession des associés commandités, vous devez être conscient qu'il s'agit là d'un processus solide et formalisé qui implique fortement le conseil de surveillance, le comité de rémunération et de nomination, l'associé commandité non gérant et bien sûr l'ensemble des actionnaires. Les politiques concernant les gérants, y compris la carrière et la succession, sont élaborées conjointement avec le commandité non gérant et le comité de rémunération et de nomination. En particulier, le comité examine périodiquement les plans de succession et les plans de carrière des principaux dirigeants et évalue leur performance. Comme vous pouvez le voir, à droite de cette diapositive, l'associé non gérant propose la nomination d'un gérant. Le conseil de surveillance formule une recommandation formelle aux actionnaires qui élisent ou non le gérant proposé par sagesse. En ce qui concerne le renouvellement ou la révocation des gérants, le processus repose uniquement sur sagesse et le conseil de surveillance. Bien entendu, le conseil approuve ou non la proposition de renouvellement ou de révocation d'un gérant et prend sa décision dans le meilleur intérêt des actionnaires qu'il représente. Maintenant, en ce qui concerne le processus de nomination non exécutif, seul le comité de rémunération et de nomination, le conseil et les actionnaires sont impliqués. À l'exception des représentants des employés, qui sont nommés d'une manière différente, les membres du conseil sont élus par les actionnaires pour un mandat de 4 ans, à l'issue d'un processus indépendant mené par le comité de rémunération et de nomination. De la conclusion de l'évaluation du conseil à l'intronisation d'un nouveau membre, vous pouvez voir sur cette diapositive les différentes étapes du processus de nomination qui se termine par le vote des actionnaires. 2 éléments clés caractérisent ce processus. Quel que soit le besoin d'un nouveau membre, un examen approfondi et fréquent des compétences requises est effectué pour assurer une délibération efficace du conseil de surveillance sur les questions clés de Michelin. Lorsqu'un nouveau membre se révèle nécessaire, un processus de sélection indépendant est mené par le comité des rémunérations et des nominations avec l'aide d'un consultant externe. Ce processus comprend notamment des entretiens qui aboutissent à une sélection de candidats soumis au vote des actionnaires. Les associés commandités ne sont pas autorisés à prendre part au vote des actionnaires concernant l'élection d'un membre non exécutif. Passons maintenant au processus de rémunération des gérants. Comme vous le savez, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui approuve ou non la politique de rémunération du dirigeant, du gérant, par le vote ex ante et la rémunération attribuée au dirigeant par le vote ex post. Pour la politique de rémunération annuelle, comme pour l'évaluation du résultat, qui conduit à la rémunération versée ou attribuée, le processus se compose de 4 étapes qui impliquent le comité de rémunération et des nominations, le conseil de surveillance, les associés commandités et les actionnaires. Comme vous pouvez le constater, les rôles du conseil de surveillance lui-même et de son comité de rémunération et de nomination sont essentiels dans ce processus de rémunération. Ces 2 instances assurent le respect des intérêts de Michelin et des actionnaires. Les politiques de rémunération sont conçues pour accroître la performance et la compétitivité de Michelin, et ce de manière durable, en soutenant l'intérêt du groupe conformément au code AFEP-MEDEF. La rémunération du gérant se compose d'une partie fixe,
d'une partie variable qui est prédominante et dépend de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs exigeants. Ces objectifs sont liés au principal indicateur de performance du groupe qui s'applique également à l'ensemble du groupe. La partie variable est répartie entre une rémunération variable annuelle comprenant un critère ESG et également une incitation à long terme soumise à des conditions existantes et comprenant deux critères, donc gouvernance sociale et environnement. Le comité s'assure notamment que les montants versés et attribués aux gérants sont proportionnels et cohérents avec la performance de l'industrie et les pratiques de l'industrie et du marché. Il tient compte de la variabilité inhérente au profit de l'entreprise, de son profit futur prévu et, dans le cas du président, du fait qu'il est dans une situation spécifique ayant une responsabilité conjointe et personnelle illimitée pour les dettes de l'entreprise. Le dernier sujet que je voudrais décrire est la manière dont le Conseil exerce un contrôle efficace sur la gestion de l'entreprise. Pour ce faire, je vais vous présenter le processus de fusion-acquisition qui, comme vous le savez, a pris une certaine importance ces dernières années. Le Conseil de surveillance examine tous les grands projets de fusion-acquisition supérieurs à 50 millions d'euros et émet une recommandation formelle avant la signature de toute lettre d'intention non contraignante. Cela signifie que le Conseil intervient à un stade précoce du processus. Chaque trimestre, le Conseil examine le déroulement des opérations. 2 fois par an, les gérants font rapport au conseil de surveillance sur les acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années, par exemple Fener, Camso ou encore Multistrada. Chaque acquisition est évaluée sur la base de critères précis, notamment la compatibilité stratégique, la qualité du management, les synergies et bien entendu la création de valeur. Enfin, les réunions du conseil de surveillance sont organisées lorsque cela se révèle nécessaire pour revoir les étapes clés de la fusion et de l'acquisition. En partageant avec vous la présentation de ces 4 processus, j'espère avoir pu vous montrer que la gouvernance du groupe fonctionne très bien et de manière fluide. Ainsi, en tant que membre indépendant senior, je peux vous assurer qu'une forte volonté de transparence, la protection des droits des actionnaires et la recherche permanente de progrès sont au cœur même de la gouvernance d'entreprise de Michelin. Et en effet, dans un monde de plus en plus complexe et exigeant, l'amélioration continue des processus du groupe afin de répondre aux meilleures pratiques de gouvernance et de développer l'efficacité du Conseil a clairement été au centre des préoccupations de Michel Rollier au cours de son mandat en tant que président de Michelin. Je passe maintenant la parole à Michel. Merci Thierry. Je vais maintenant illustrer 2 évolutions majeures qui se sont produites en 2020 et qui n'ont cessé d'améliorer la gouvernance du groupe. La première est la création du comité de responsabilité sociale de l'entreprise qui a été annoncé lors de notre dernière assemblée des actionnaires au début de cette année. Comme vous le savez, depuis le début de son histoire, les considérations environnementales et sociales sont inscrites dans l'ADN de l'identité de Michelin. Notre innovation a toujours été orientée vers le respect de l'environnement et la satisfaction du client. Michelin est fier de l'engagement de ses employés, et ce, partout dans le monde. En 2013, nous avons publiquement communiqué sur cet objectif et nous avons décrit cet ADN. Compte tenu des attentes plus importantes de nos parties prenantes sur ces sujets, nous avons décidé d'intégrer l'évaluation environnementale et sociale au sein du conseil de surveillance avec la création du comité RSE. Le comité RSE est composé de 3 membres indépendants, Anne-Sophie Delabigne, Jean-Michel Severino, qui vient de rejoindre le conseil, et Monique Leroux, qui préside le comité. La deuxième évolution intervenue cette année est la nomination de 2 représentants du personnel au sein du conseil de surveillance. Cette nomination respecte un mode de désignation approprié tenant compte des spécificités de Michelin et tient compte également des résultats des récentes élections
des représentants du personnel. Nos nouveaux collègues suivront un processus d'intégration formelle incluant la certification Sciences Po, un processus d'intégration internationale, etc. Et un tout dernier point, et non des moindres, lors de l'Assemblée générale de 2021, le moment sera venu pour moi de quitter mon poste de président du conseil de surveillance et je serai honoré de laisser cette mission à Barbara Dalibard. Inutile de vous rappeler que Barbara Dalibard est une personne extrêmement expérimentée, actuellement PDG de Citan, Citan étant un leader international du transport aérien, spécialiste de l'informatique et de la communication, qui connaît très bien Michelin, puisqu'elle est membre du conseil depuis 12 ans maintenant. Présidente indépendante du comité des rémunérations et des nominations de 2015 à juin 2020, directrice indépendante senior de 2017 à juin 2020, membre externe du conseil d'innovation de Michelin de 2013 à 2020. Ma succession est le résultat d'un processus rationalisé au cours duquel le conseil de surveillance a examiné les candidats potentiels externes et internes. Sur recommandation du comité des rémunérations et des nominations, et sur la base du plan de succession, Barbara Dalibard a été choisie à l'unanimité par le conseil de surveillance pour être la prochaine présidente de Michelin. Permettez-moi de vous dire qu'après avoir interagi avec Barbara Dalibard depuis 12 ans maintenant, elle a toute ma confiance et je suis persuadé qu'elle s'acquittera très bien de sa nouvelle mission. Barbara, est-ce que vous souhaitez ajouter quelques mots? Merci beaucoup, Michel. Merci pour ces aimables paroles. Je serai très honoré de prendre votre succession à la présidence de Michelin. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'au cours de l'année écoulée, j'ai développé une très forte passion pour Michelin, son métier, la mobilité, c'est quelque chose qui me tient à cœur, ses valeurs. Nous avons évoqué la transparence, le respect des faits, et je dirais également l'humilité, sans oublier le volet innovation. Donc une fois de plus, j'ai beaucoup d'estime pour cette entreprise et avec Michel, que je tiens à remercier pour son soutien, mais également pour tout ce que vous m'avez appris pendant ces années. Vous savez que nous avons vécu beaucoup de changements ensemble qui ont été décrits aujourd'hui. Et nous avons essayé d'adapter la gouvernance de Michelin. J'en ai été témoin, j'ai été partie prenante de cette évolution pour nous assurer que nous soyons en mesure de mettre en place les meilleures pratiques. Et j'aimerais vous convaincre que je vais tout faire pour dire que nous allons nous auto-évaluer pour pouvoir poursuivre cette aventure. Et je suis impatient de pouvoir travailler avec mes collègues Florent et Yves et de faire en sorte que Michelin ait beaucoup de succès sur le marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Barbara. Et bienvenue à bord, comme on dit dans le métier. Alors, transparence maintenant et divulgation. J'espère que nous avons pu vous convaincre que nous travaillons réellement dans l'intérêt des actionnaires et que nous assurons que toutes les parties prenantes ont cela à l'esprit. Vous disposez d'énormément d'informations détaillées, déjà publiées dans le document de référence universel, par exemple sur la gouvernance, les participants, la composition, les rôles, les responsabilités, les compétences du conseil, les informations sur les composantes de la rémunération versée, exposées donc ex ante aux dirigeants, aux membres du conseil avec le rapport sur les activités du conseil de surveillance et des comités. Nous allons aller un peu plus loin maintenant en détaillant plus d'informations sur Sagesse et le lien qui existe entre le conseil de surveillance et Sagesse en ce qui concerne la nomination des gérants et le processus de rémunération. Nous aurons plus de détails sur la politique des commissaires aux comptes, la rotation, l'indépendance et également sur le règlement intérieur du conseil de surveillance publié sur Michelin.com. Nous avons organisé des points de contact réguliers avec les parties prenantes sur la gouvernance. Vous voyez donc que la transparence et la divulgation sont clairement au cœur de tout ce que nous faisons. Donc voilà, nous avons terminé notre présentation officielle et Yves Chapeau
va nous aider maintenant à gérer la session questions-réponses. Bonjour à tous. Je vous encourage donc à poser vos questions sur la plateforme Teams sur laquelle vous suivez cette conférence. Alors, je vais commencer avec une première question. Pourquoi considérez-vous que la société en commandite par action reste un cadre juridique approprié? Monsieur Rollier, souhaitez-vous répondre à cette question? Oui, d'accord. Peut-être en quelques mots. Tout d'abord, il est clair que Michelin est organisé en société en nom collectif depuis sa création en 1889. Mais c'est une forme juridique très spécifique, ça c'est vrai. Mais en même temps, cela donne un cadre qui est très souple. Et je pense que c'est un point essentiel. Et vous remarquerez, vous l'avez peut-être vu dans ma présentation, que tout au long de ces 10 dernières années, nous avons pu nous en tenir à cette forme juridique et en même temps renforcer considérablement notre gestion, l'organisation, afin de mieux servir nos actionnaires. Et je pense que ça, c'est un point clé. Alors aujourd'hui, il n'y a aucune raison en fait de changer cette forme juridique. Je devrais peut-être demander une chose. Michelin est une entreprise qui est orientée vers le long terme. Nous devons prendre des décisions à long terme. C'est notre métier et comme nous l'avons démontré au cours des 10 dernières années, nous pouvons à la fois garantir une vision à long terme en matière de gestion, mais en même temps, nous devons également servir nos actionnaires afin de les rassurer en ce qui concerne la manière dont l'entreprise est supervisée et contrôlée au nom des actionnaires. Il y a peut-être un point spécifique qui a été d'ailleurs très bien mis en évidence dans cette présentation, notamment par Thierry, et ça c'est le rôle de la société en nom collectif spécifique. C'est un associé non gérant et c'est inscrit dans notre mandat. Il s'agit là d'un rôle qui a été clairement décrit par Thierry et je pense que c'est un rôle qui est exercé en étroite relation avec le Conseil. C'est révélé très efficace. Et permettez-moi de souligner qu'en 2018, en matière de transition et de nomination de nouveaux gérants, de nouveaux dirigeants, Yves et Thierry, cela a très bien fonctionné. Donc encore une fois, ça fonctionne. Cela garantit d'une part que l'on puisse maintenir des orientations à long terme et parallèlement, je pense que au cours de ces 10 dernières années, nous avons pu montrer que les actionnaires sont bien protégés et bien informés. C'est en gros une entité juridique très ouverte. Nous sommes effectivement très ouverts. J'ai vu que Florent a mentionné il y a quelques instants qu'il y a un certain nombre de points de contact réguliers entre les actionnaires et la direction, et ça c'est important. Donc encore une fois, nous sommes une société très ouverte. Je pense que nous sommes au service de nos actionnaires, nous sommes une entreprise qui réussit, nous sommes parmi les meilleurs acteurs de l'industrie du pneu. Donc c'est très bien. Question suivante. Les compétences collectives actuelles du Conseil correspondent-elles au plan stratégique de l'entreprise? Barbara, vous souhaitez répondre à cette question? Oui, effectivement, nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du comité de nomination et des rémunérations, mais également du Conseil, pour définir la manière de recruter de nouveaux membres du Conseil. Nous essayons de garantir la plus grande diversité possible, différents types de diversité, qu'elle soit géographique. Nous devons également veiller à ce que les personnes qui travaillent correspondent au profil de nos marchés, mais nous prenons également en compte 7 ensembles de compétences différents et nous devons pouvoir cocher toutes les cases. Ainsi, à titre d'exemple, la nomination de Jean-Michel Severino a été très encadrée pour essayer de voir quelles étaient les compétences qui étaient nécessaires au niveau du Conseil. Et je crois que le profil de Jean-Michel correspond tout à fait. Et malheureusement, nous allons devoir remplacer Michel. Et je peux vous dire que c'est une tâche très difficile.
Mais bien entendu, nous allons cibler des personnes avec une solide expérience dans l'industrie automobile afin de nous assurer que ce genre de compétences soient présentes au sein du conseil d'administration. Donc nous avons une révision de manière permanente pour nous assurer que nous bénéficions des meilleures compétences. Thierry, vous souhaitez compléter ? Oui, effectivement, pour rebondir sur ce que Barbara a dit, il ne s'agit pas simplement des compétences individuelles de chacun, je crois que c'est également la manière dont le conseil d'administration fonctionne, comment les réunions du conseil fonctionnent avec un dialogue fort, une transparence entre chaque membre du conseil et aussi avec la direction. Donc ce ne sont pas simplement des compétences qui sont très bien définies et mises en œuvre, mais il faut également voir comment elles s'enrichissent mutuellement. Ça, c'est très très important et impressionnant d'ailleurs. Ça fait 2 ans maintenant que j'ai rejoint le conseil et ça, c'est un peu le sentiment que je ressens à chaque réunion du conseil. Troisième question qui porte sur la manière dont le conseil supervise la gestion pendant la crise Covid. Avez-vous eu des réunions spéciales du conseil pendant la crise Covid-19 ? Monsieur Rollier ? Oui, la réponse est oui. Nous avons eu plusieurs réunions du conseil d'administration pendant la crise qui étaient principalement axées sur 2 points. Le premier demandait à la direction de garantir que la sécurité de nos employés était clairement assurée. Et le second point était très évidemment de s'assurer que tout était fait pour garantir la trésorerie de l'entreprise. Donc on a utilisé différents outils, les visioconférences et les plateformes virtuelles. Peut-être que Florent, vous avez des points à ajouter ? Alors en tant que dirigeant, que gérant, nous informons régulièrement le conseil de l'évolution de la situation. Nous avons eu 2 réunions en mars, nous avons procédé à plusieurs simulations, des simulations financières notamment pour bien comprendre les points de tension en matière de trésorerie pour comprendre où nous en serions. Nous avons également eu une mise à jour en avril et en mai où nous avons fait le point. Et à mesure que la crise s'est améliorée dans la plupart des pays avant l'été, nous avons arrêté cela, mais nous avons eu nos réunions plus formelles. Et nous n'avons pas eu de réunion spéciale depuis la 2e vague qui a frappé l'Europe occidentale. Effectivement, juste pour ajouter à ce que Florent vient de dire et pour faire le lien avec la question précédente, c'était également l'occasion pour la direction de Michelin de se comparer à ce qui se passait au sein d'autres entreprises, car nous sommes également présents au sein de certains conseils. Mais nous avons eu des discussions extrêmement enrichissantes d'ailleurs. 4e question, et qui porte sur la rémunération des dirigeants. Est-ce que les paramètres environnementaux et sociaux sont-ils inclus dans ces considérations de rémunération et comment s'alignent-ils sur la stratégie de durabilité de l'entreprise ? Barbara ? Oui, absolument. Nous avons donc commencé, je dirais, à mettre en place ce genre de mesures très tôt dans le processus et bien entendu avant la création du RSE. Ainsi, à la fois pour l'incitation à court terme et l'incitation à long terme, nous avons intégré ce genre de mesures. La sécurité des employés, bien entendu, c'est essentiel. Donc nous avons un système de mesures en place, mais il y a également l'empreinte environnementale de Michelin qui est suivie et fait partie de la motivation à long terme, sans parler de la notion de taux d'engagement. Et d'ailleurs, l'une des choses que nous allons discuter avec le nouveau comité RSE, ce sont ces mesures, l'évolution de ces mesures pour nous assurer qu'elle est bien liée avec la stratégie de l'entreprise et l'objectif que nous nous donnons de ce point de vue. Merci Barbara. La 5e question, concernant la structure des comités existants au sein du Conseil. La structure actuelle est-elle optimale? Barbara? Je peux commencer parce que c'était une des discussions que nous avons eues lors de nos séances de direction avec Thierry et moi-même, et nous nous sommes posé des questions, car à l'époque, nous avions 2 comités, le comité d'audit et le comité de rémunération. Nous nous sommes penchés sur tous les sujets que nous avions à gérer au sein de Michelin, et il y a eu un consensus pour décider de créer ce comité RSE. Et ce que nous avons fait également,
et là encore, Michel était réellement aux commandes, c'est de regarder sur le champ d'activité ou le champ d'action de ce comité, de s'assurer qu'il correspondait au champ d'action des différents comités, qu'il n'y avait rien à laisser tomber. Je dirais aussi qu'il fallait s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Pour vous donner un exemple, avec le RSE, on va suivre l'objectif de diversité à long terme de Michelin en termes d'employés, alors que le comité de rémunération va s'intéresser davantage, disons, au vivier de talents et au vivier de cadres. Et en ce qui concerne la gestion des risques, il y a aussi des risques environnementaux donc, qui sont supervisés par le comité d'audit, mais bien entendu, les détails seront bien entendu gérés par le comité RSE. Donc oui, nous pensons que nous avons une bonne structure en place et bien entendu, nous allons en discuter de manière continue. Et je suis sûr que Thierry nous apportera de nouvelles idées. Merci beaucoup, Barbara. Et on peut également ajouter que le niveau d'indépendance à l'intérieur de chaque comité est assez important. C'est un point très important, car grâce à cela, les comités sont très complémentaires par rapport au rôle du Conseil. Alors, je ne vois pas d'autres questions qui nous arrivent sur la plateforme. Ah si, une dernière. La structure juridique de la société empêche-t-elle la prise de risque ? Ou empêche-t-elle d'envisager des mesures plus audacieuses pour repositionner le portefeuille d'activité? Alors, Florent ou Michel Rollier? Alors, je peux commencer. En fait, il y a deux questions. La structure juridique empêche-t-elle la prise de risque? Non. Donc, nous savons que le gérant associé est entièrement responsable. Et le fait d'être responsable ne vous empêche pas de prendre des risques. Cela vous oblige simplement à prendre des risques raisonnables. Ça, c'est le premier point. Et vous avez peut-être remarqué, en regardant ce que nous avons fait depuis ces dernières années, que nous avons pris des mesures plus audacieuses pour repositionner les activités du portefeuille. Et il y a eu d'autres activités qui ont été acquises. Donc ma réponse est très claire. Elle n'inhibe pas le risque, mais elle met peut-être un peu plus de pression sur tous les acteurs, notamment en ce qui concerne cette prise de risque. Florent, est-ce que vous voulez ajouter un mot? Oui, absolument. Dans l'intérêt de l'entreprise, nous sommes capables de prendre des décisions stratégiques, fortes et des décisions plus audacieuses. La beauté de notre gouvernance d'entreprise est que j'ai beaucoup d'intérêt à demander l'avis du conseil et à m'assurer qu'avant de prendre une décision, j'ai réellement consulté le plus largement possible. Question suivante. Le Conseil envisage-t-il d'utiliser des pouvoirs dérogatoires pour la rémunération de l'année prochaine? Et si oui, dans quelles conditions? Alors, je voudrais commencer par les décisions qui ont été prises cette année, je dirais concernant les rémunérations. Car comme vous l'avez vu, et comme je l'ai expliqué d'ailleurs lors de la dernière Assemblée générale, la direction a décidé de diminuer sensiblement ses salaires. Et c'est vraiment une mesure très forte qui a été prise et qui était bien possible au sein de l'entreprise. Nous sommes en train de l'examiner, nous n'avons pris aucune décision jusqu'à présent, nous l'examinerons au fur et à mesure, en examinant les différents éléments. Encore une fois, les efforts qui ont été consentis par les équipes partout et qui doivent peut-être être compensés, alors qu'en 2020, il y a une forte diminution de la rémunération du management, qui était d'ailleurs due à cette situation inhabituelle. Donc, aucune décision n'a été prise, nous allons l'examiner, nous reviendrons vers vous lors de la prochaine Assemblée générale. Merci beaucoup. Une question qui porte sur la gestion de risques. Quel est le rôle du conseil de surveillance dans le cadre de la gestion des risques de l'entreprise? Y a-t-il un comité spécifique du conseil chargé des risques spécifiques à l'industrie? Monsieur Rollier. Le comité d'audit est clairement en charge des risques sectoriels spécifiques. Il est responsable d'analyser et de considérer la cartographie qui est réalisée et d'évaluer l'évaluation et la façon dont chaque risque est clairement pris en charge. Et si nécessaire,
il faut pouvoir réduire ce risque. Il s'agit, là encore, d'un rôle qui incombe au comité d'audit. Et le comité d'audit fait clairement un rapport au Conseil sur ce point précis. Thierry ? Oui, je peux rajouter qu'au sein du Conseil lui-même, pour chaque projet, pour chaque grand projet qui est présenté par le management, nous avons une analyse claire du risque potentiel du projet qui est présenté et où il pourrait nous mener. Il y a aussi, en plus du comité d'audit, une sensibilité particulièrement des membres du Conseil par rapport à cette notion de risque. Et pour chaque grand projet présenté, nous l'examinons en détail. Et si je puis prendre la parole au sein du comité RSE, l'on va réellement plonger dans ces risques, dans ces opportunités. RSE, bien entendu, cela va alimenter le comité d'audit comme décrit par Michelin. Ça, c'est une des articulations que nous avons essayé de mettre en place entre les différents comités pour nous assurer que nous pouvons aller assez en profondeur, mais assez loin également. Une autre question maintenant concernant le conseil de surveillance. Y a-t-il eu un exemple où le conseil de surveillance a repoussé une proposition de fusion-acquisition de la part de la direction? Je me souviens d'un cas où nous avons eu beaucoup de discussions et d'ailleurs c'était intéressant pour revenir à la notion de diversité des membres du conseil. Nous avions des questions qui venaient de différents angles, l'angle financier, l'angle du risque, l'angle technologique. Donc dans certains cas, oui, nous avons repoussé ces fusions-acquisitions. Je pense que ce n'est pas une discussion binaire, noir et blanc. En fin de compte, c'était une décision de la direction, bien entendu, de ne pas y aller. Mais je dirais que ça a été nourri par notre discussion au sein du Conseil. Une autre question maintenant, considérant cette approche à long terme. La responsabilité personnelle illimitée dans une structure de partenariat a-t-elle pour conséquence que les dirigeants soient trop conservateurs par rapport au ciblage de la croissance, des fusions-acquisitions, de nouvelles opportunités? Est-ce que cela entraîne également un manque d'audace dans le bilan, la première priorité de la direction pouvant être de minimiser le risque plutôt que de viser la croissance? Et enfin, comment votre responsabilité envers les employés est-elle liée à la nécessité de trouver une solution à ces coûts fixes trop élevés en Europe occidentale? Michel, ce sont différentes questions. Concernant le premier point, je pense y avoir déjà répondu. Non, effectivement, la conséquence n'est pas de se soucier trop d'être conservateur. Nous avons d'ailleurs donné l'exemple de nouvelles opportunités de fusion-acquisition qui ont été saisies d'ailleurs. Il est clair que nous les examinons très attentivement. Il est clair que Florent connaît sa responsabilité. Mais la stratégie de Michelin est une stratégie qui est très offensive. Nous sommes en faveur de la croissance. Deuxième point, le manque d'audace par rapport au bilan, non. Donc entre 2000 et 2010, il y a eu une nette focalisation sur la trésorerie. Nous avons clairement dû renforcer notre position de trésorerie. Gardez à l'esprit qu'au cours des dernières années, nous avons procédé à quelques rachats d'actions, ce qui prouve clairement que nous voulons optimiser en même temps le rendement des capitaux employés. En ce qui concerne le troisième point, oui, nous devons nous pencher sur une base de coûts fixe excessive en Europe occidentale. Je vais demander à Florent d'ailleurs de répondre à cette question. Le premier élément est qu'avec Yves, je n'ai que les intérêts de Michelin à moyen et long terme en tête, et donc l'intérêt des actionnaires. Et vous allez voir en avril que nous avons des objectifs et des buts très ambitieux. Donc, aucune structure de l'entreprise n'empêche quoi que ce soit. Et c'est davantage dû au choix que font la sagesse et le conseil de surveillance en nommant les gérants qui vont assurer la direction de Michelin. Le dernier élément concerne la restructuration. Nous avons le devoir de veiller à ce que nous ayons une forte cohésion sociale au sein de Michelin. La raison pour laquelle le groupe est performant, c'est parce que nous avons su, au cours des dernières années, renforcer cette cohésion.
Donc nous avons un devoir envers les personnes qui peuvent souffrir de ces restructurations. Nous devons les accompagner, nous devons les aider à trouver de nouveaux postes stables. Rien de tout cela ne nous a empêchés de faire reposer la restructuration ou le repositionnement des coûts fixes sur l'Europe de l'Ouest. Le fait que cela prenne un certain temps est dû au fait que, dans un certain nombre de cas, nous devons réallouer la production, repenser la manière dont nous organisons notre production, et c'est pourquoi cela peut parfois sembler plus long que ce à quoi on pourrait s'attendre. Mais je peux vous assurer que, comme Michel l'a mentionné d'ailleurs, nous sommes dans une entreprise à long terme, et ce genre de démarche prend du temps. Nous avons été très actifs, et je peux justifier que depuis 20 ans maintenant, nous avons largement modifié notre empreinte. Largement, non simplement en Europe occidentale, mais également dans de nombreuses autres régions du monde. Mais à chaque fois, nous avons pris le même engagement. Tout d'abord, nous souhaitions que chaque employé qui serait affecté par la décision ait un nouveau poste stable et ils restent à leur poste jusqu'à ce qu'un nouveau poste soit pourvu. Le deuxième engagement est de nous revitaliser en régénérant le nombre équivalent d'emplois qui ont été perdus avec de nouveaux postes dans différentes entreprises partout où nous avons dû intervenir. Une autre question, probablement pour vous, Florent. Comment Michelin peut-il prendre la tête des initiatives européennes en faveur de l'économie verte ? Je pense que nous l'avons déjà montré depuis de très nombreuses années d'ailleurs. D'ailleurs, avec l'invention du radial. C'était réellement une révolution parce que nous pouvions porter plus de charges avec moins de consommation de carburant et en utilisant beaucoup moins de pneus. Donc ça, c'était le premier engagement. Et ça, c'est dans l'ADN de Michelin. Nous gardons cela constamment à l'esprit. Notre but, c'est de garantir une meilleure façon d'avancer. Et dans tout ce que nous faisons, nous essayons d'améliorer, de perfectionner ce que nous faisons. Le deuxième élément a été en 1992, lorsque nous avons inventé le pneu à faible résistance au roulement. Et d'ailleurs, nous étions les premiers. À cette époque, personne ne se souciait de ce que nous avions inventé. Aujourd'hui, c'est réellement un facteur déterminant dans l'industrie du pneu. Et presque tout le monde s'oriente dans cette technologie aujourd'hui. Nous avons également pris des mesures audacieuses. On parlait de cette audace précédemment. Nous parlions notamment des investissements dans la pile à combustible à hydrogène il y a 15 ou 20 ans, avant même que cette technologie ne devienne réellement une priorité. Ça, on l'avait bien anticipé. On avait anticipé que la mobilité électrique serait cruciale. C'est pourquoi nous avions commencé à travailler sur une technologie qui aurait un impact sur la nouvelle puissance des moteurs. Nous allons donc constamment dans la même direction. Et tout le temps, on appelle cela la durabilité complète. On essaye de trouver le meilleur équilibre entre la génération de profit, le développement des personnes et, troisièmement, l'environnement. Une autre question en ce qui concerne la gouvernance. Pouvez-vous nous parler plus en détail du comité de responsabilité sociale des entreprises ? Comme je l'ai dit, nous avons décidé de créer ce comité l'année dernière avec la participation de 2 membres de notre précédent conseil de surveillance, donc Monique Leroux et Anne-Sophie Delabigne. Et comme je l'ai dit, cela fait partie du processus de décision de nommer de nouveaux membres du conseil pour demander également d'avoir quelqu'un avec un profil comme Jean-Michel Severino, que nous accueillons au sein du Conseil. Nous avons donc décidé d'élargir le champ d'action de ce groupe RSE en ce qui concerne à la fois l'environnement, le paysage environnemental, mais également la notion de diversité,
avec notamment la question d'éthique, de conformité, de santé, de sécurité. Ici encore, il faut éviter tout doublon avec les autres comités et nous devons nous assurer que nous examinions réellement les questions liées au RSE au sens le plus large. Et pour ce faire, nous sommes engagés dans une analyse comparative avec des entreprises similaires. Et avec Monique, future présidente, et maintenant présidente, Michel et moi-même, nous avons examiné les différents éléments de ce champ d'application afin de nous assurer que nous aurions de nouveau un bon fonctionnement complémentaire avec les autres comités, mais également un champ d'application plus large pour ce comité. Une question maintenant en ce qui concerne la politique de l'entreprise en matière de transactions entre parties liées. Sont-elles soumises à l'approbation du Conseil? Monsieur Rollier? La réponse est oui. Je pense que c'était la réponse attendue. Donc je n'ai rien à ajouter. Effectivement, oui, c'est sous réserve de l'approbation du Conseil. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions sur la plateforme Teams. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, il y a encore une question qui porte sur l'empreinte carbone. Est-ce que l'imposition d'une taxe carbone à la frontière de l'Union européenne peut-elle limiter le flux de pneus asiatiques importés en Europe? Est-ce que ce n'est pas important d'un point de vue ESG? Une question pour Florent, peut-être? Effectivement, la taxe carbone frontalière de l'Union européenne va peut-être limiter le flux de pneus importés, quelle que soit leur provenance. Je pense que depuis de nombreuses années maintenant, nous avons mis en place un environnement réglementaire qui donne des règles du jeu équitables, notamment en termes de concurrence internationale. Chez Michelin, nous aimons la concurrence parce que c'est quelque chose qui vous renforce, qui vous rend plus fort. Mais cela vous rend plus fort dans la mesure où vos concurrents appliquent les mêmes règles du jeu. Donc cette idée d'une taxe sur le carbone à la frontière de l'Union européenne est peut-être une bonne idée. Je crois qu'elle doit être très bien synchronisée avec ce qui se passe en Asie, en Chine, mais également en Amérique du Nord. Mais en principe, elle peut effectivement être très positive. Voilà une toute dernière question en ce qui concerne notre mission sociale. L'objectif, la mission de Michelin, c'est de donner aux gens une meilleure façon d'avancer. Ça, c'est essentiellement notre objectif, notre vocation. Nous le faisons à deux niveaux. Tout d'abord, nous assurer que le monde soit en mouvement. Et nous devons aider les gens dans leur mobilité et nous devons améliorer leur mobilité. Le deuxième point, c'est que la vie en mouvement signifie également que nous devons nous assurer que les gens, que ce soit au sein du groupe d'ailleurs, ou en interaction avec Michelin, que les gens puissent également se développer dans ces interactions avec Michelin. Ça, c'est essentiellement notre mission. Merci beaucoup pour vos questions. C'était donc la dernière. Et je cède la parole à Florent maintenant pour quelques mots de conclusion. Merci beaucoup, Yves. Nous avons eu, je pense, une session très intéressante. Donc, merci beaucoup pour vos questions et pour l'intérêt que vous portez à notre gouvernance d'entreprise. Nous allons donc continuer d'interagir avec vous à l'avenir et vous allez nous dire si vous pensez que ce type de session est utile pour vous. Nous avons créé
ce lieu spécifique, parce que nous n'avons jamais suffisamment de temps pour entrer dans les détails de notre gouvernance. Et ici et là, nous avons reçu des questions qui montrent que notre gouvernance n'est peut-être pas aussi bien comprise qu'elle devrait l'être. Nous avons donc voulu être totalement transparents avec vous tous. Merci beaucoup pour votre participation. Je remercie également Michel Rollier. Et nous avons beaucoup de temps entre maintenant et notre Assemblée générale annuelle de mai ou juin. Donc merci beaucoup. Merci également à Barbara, merci à Yves, merci à Thierry qui ont accepté de participer à cet événement. Et nous nous verrons bientôt en 2021 et j'espère sans masque. Merci beaucoup à vous tous.